Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Merci d'avoir accepté ce décalage d'horaire. Tout s'est bien passé, livraison de piano, accordage, etc. Et je remercie beaucoup Ricciarda Belgioioso d'être ici. Nous terminons ce matin la série des conférences consacrées, comme au Moyen-Âge, au lapidaria, herbaria, bestiaria, avec deux variations supplémentaires que l'âge moderne nous propose. D'un côté, nous avons eu les emblèmes en forme de cœur, en partant, même si je l'ai lu hier, de l'analyse anatomique de Vézal, jusqu'aux emblèmes en forme de cœur au XVIIe siècle, proposés par Pona, et que nous avons pu voir et écouter la semaine dernière. Aujourd'hui, nous terminons avec un autre exemple, c'est-à-dire ces zoomorphismes musicaux qui s'imposent, on pourrait dire zoomorphisme ou imitation musicale des oiseaux qui s'imposent déjà à partir du XVIIe siècle et qui vont avoir leur illustration suprême dans le catalogue d'oiseaux de Messiaen. Et ce caractère spécifique prend une importance philosophique au XIXe siècle avec les petites œuvres morales de Leopardi, où nous trouvons exactement un éloge des oiseaux, que je voudrais vous proposer comme une introduction la plus, je dirais, profonde à cette méditation que Ricciarda va nous proposer. Je lis: « Les oiseaux sont par nature les créatures les plus joyeuses au monde. Je ne prétends pas par là qu'à les entendre ou à les voir, l'on se réjouisse toujours, mais je veux dire que les oiseaux en eux-mêmes ressentent la joie et la gaieté plus que les autres animaux. » Il y a donc dans ce qu'on imagine être le pessimisme léopardien, tout au contraire, une méditation sur le rire et sur la joie du chant. Et puis voilà la déclaration la plus importante pour nous. Certains prétendent, ce qui conforterait notre propos, que la voix des oiseaux dans nos régions est plus délicate et plus douce, et leur chant plus harmonieux que dans celles où les habitants sont rudes et sauvages. Et il conclut que les oiseaux, même à l'état de liberté, empruntent quelque chose à la civilisation de ces hommes dont ils côtoient les demeures. Et dans un autre passage, réciproquement, Léopardi dira que les hommes sont plus polis et plus civilisés là où le chant des oiseaux s'intègre mieux à la nature, il y a moins de civilisation humaine et il y a plus de présence de cette joie de vivre. C'est vraiment un grand réconfort et un grand plaisir que procure aux animaux qu'à nous-mêmes le chant des oiseaux. Je crois que cela tient moins à la douceur des sons, à leur variété ou à leur harmonie, qu'à cette idée de joie qu'exprime naturellement le chant, en particulier celui-là, lequel est une sorte de rire que l'oiseau émet lorsqu'il est plongé dans le bien-être et le contentement. Et puis il conclut: ainsi, pourrait-on dire, les oiseaux partagent avec l'homme le privilège de rire que la nature refuse aux autres animaux. Donc, c'est non seulement le chant, mais c'est aussi cette forme joyeuse de chant qui fait ouvrir la bouche et les becs et qui s'exprime dans un bonheur partagé. Il y a des passages qui sont magnifique. Je conclus avec un dernier extrait. Si les oiseaux se montrent et sont effectivement plus joyeux que les autres animaux, ce n'est pas sans raison. En vérité, comme je l'ai indiqué d'emblée, ils sont par nature mieux disposés au plaisir et au bonheur. Et d'abord, ils semblent ignorer la nuit.
qui est la grande maladie que l'homme, qui affecte l'homme. Il change de lieu à tout instant, passe d'un pays à l'autre, insoucieux des distances, s'élevant d'un trait, avec une aisance stupéfiante, depuis le niveau du sol jusqu'aux régions les plus hautes de l'air. Il ressent au cours de l'existence une infinité d'impressions différentes. Il se dépense physiquement sans compter et déborde, pour ainsi dire, de vie extérieure. Il y a donc un éloge des oiseaux qui est émouvant et je pense que c'est la meilleure introduction à notre séminaire et à notre conférence. Et je dirais que l'interprète qui va nous proposer cette leçon est la mieux placée pour le faire, puisque Ricciarda Belgioioso est d'abord diplômée en piano et en technologie du son au Conservatoire de Milan, mais en même temps, elle est architecte et elle a aussi obtenu un doctorat d'histoire de l'art à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, et elle a enseigné dans plusieurs universités, et en même temps, elle est protagoniste, si je peux dire, de quelque chose qui est très important aujourd'hui en Italie, c'est-à-dire les événements de Piano City Milan et Palerme, où pendant un week-end, un peu plus qu'un week-end, 1000 pianos sont distribués dans les lieux où nous subissons le plus de bruit, non seulement dans les conservatoires, les salles de concert, les écoles, mais les tramways, les places, les jardins, les prisons, les écoles. Et vous m'avez dit, j'ai eu des échos à Palerme aussi, d'un piano disposé à l'aube sur la plage en attendant l'aurore et en entendant les morceaux consacrés à cette levée, cette naissance du jour. Et ceci pour montrer ce que l'architecture et la musique contemporaine nous ont appris dans leur meilleur interprète. Si vous pensez au couvent de la Tourette, près de Lyon, pensé et fait par Xenakis d'un côté et par Le Corbusier de l'autre, vous retrouvez l'alliance profonde de musique et d'architecture, puisqu'elles sont régies, elles sont, je dirais, déployées par une poétique du nombre qui remonte déjà à la tradition pythagoricienne. Donc nous sommes au cœur de la tradition occidentale. Et on a trop oublié, on a trop séparé la musique de l'architecture et l'architecture de la musique, alors qu'elles sont nées ensemble, comme encore récemment la collaboration Xenakis-Le Corbusier le montre. Et en effet, elle a écrit un livre que j'aime beaucoup, parce que c'est un livre en même temps théorique et historique, d'expérience, en italien et en français, « Construire l'espace urbain avec le son », qui a été publié à l'Harmattan en 2010, et j'ai eu la chance, le privilège de lire ce livre au même moment où j'accompagnais les jeunes lycéens d'Aubervilliers dans ce couvent, avec la grande peur qu'ils n'auraient pas compris, et au contraire, ils ont parfaitement compris, parce que l'alliance sur base d'harmonie entre architecture et son est subjugante. Et toute cette semaine a été merveilleuse. On croyait être vraiment dans un lieu utopique, on était dans un lieu utopique, et ces jeunes ont participé. Et les expériences qui sont décrites là, qui sont interprétées, nous donnent un peu d'espoir, je dirais. Les titres aussi, les chapitres sont merveilleux, et la documentation photographique également. Mais ce qui est beau, c'est que non seulement notre interprète a écrit le livre, mais puis elle l'a mis en pratique
avec cette Piano City Milan auquel je vous invite. Déjà, il est difficile de retrouver 1000 pianos bons et en bon fonctionnement. Donc, quand il y a Piano City, on peut donner aucun concert entre Milan, Venise et la Suisse. Tout est ramassé par la force et la gentillesse de Ricciarda Belgioioso. Je termine d'abord en le remerciant et en vous disant également qu'on aurait pu choisir d'autres descriptions, si vous voulez, d'animaux. Mais les oiseaux sont vraiment au centre de notre pensée occidentale, au moins à partir des ornithologies sive historie de avibus, libri duodecim, de Ulysse Aldrovandi, un Bolonais qui publie ce catalogue magnifique in folio à la fin du XVIe, 1599, et qui donne lieu après toute une série d'imitations qui vont au cœur du XIXe siècle. D'un côté, il y a ceux comme Goethe qui collectionnent les herbes, et il y a les autres qui décrivent les oiseaux en prenant avec eux des peintres. Ulysse Aldrovandi avait fait la même chose. Donc, c'est des entreprises extrêmement onéreuses. Il faut partir à 4 ou 5. Et c'est une tradition extrêmement belle qui a eu aussi une lecture philosophique au XXe siècle, puisque l'interprète le plus subtil d'Aldrovandi a été Michel Foucault dans Les mots et les choses. Il y a 2 pages admirables sur Ulysse Aldrovandi. Donc, vous voyez que quand on prend les grands auteurs, les vrais auteurs, tôt ou tard, on va les retrouver. Et évidemment, on retrouvera également Olivier Messiaen. Donc, je suis très reconnaissant à Ricciarda Belgioioso qui a accepté ce défi, cet engagement. Il y aura une partie de conférence et une partie d'interprétation. Et je remercie également nos techniciens qui sont venus avec 2 prises de son et d'images. Comme ça, on aura une parfaite unité harmonique là aussi. Merci beaucoup, Ricciarda. Un grand merci pour cette présentation et bonjour à tout le monde. Vous êtes tous invités naturellement au mois de mai pour Piano City. Alors, zoomorphismes musicaux, les animaux dans la musique, il y a un grand nombre d'œuvres qui font référence à des animaux, à leurs cris ou au caractère que leur prêtent les humains aussi. Donc, quelques exemples célèbres tirés de l'histoire de la musique occidentale, par exemple de Clément Jeannequin, Le chant des oiseaux, mais après Couperin, Vivaldi, Rameau, Daquin, Haydn, Mozart, même le début de la flûte enchantée, avec les serpents la lutte de l'héros avec cet horrible serpent. Mais Beethoven, naturellement, la pastorale, Schubert, Die Forelle et la truite, qui était d'abord un lied, mais après devient même le quintetto pour piano et instrument à cordes. Schumann, L'oiseau prophète, une pièce extraite de Waldzenen. Wagner, naturellement, les murmures de la forêt, du deuxième acte de Siegfried, et après dans le même acte toujours il y a même le combat du héros contre le dragon. Mussorgsky, naturellement, le ballet des poussins dans leur coque, extrait de tableaux d'une exposition, surtout dans l'orchestration de Ravel, donc 1922.
Tchaïkovski, la danse des petits cygnes, donc de l'acte des cygnes. Rimsky-Korsakov, le célèbre vol du bourdon, qui est un court interlude de l'opéra Le Comte du Tsar Sultan. Et Camille Saint-Saëns, naturellement, le carnaval des animaux. Mahler, la symphonie numéro 1, il y a une lente marche funèbre dans laquelle il y a un cortège d'animaux aux attitudes faussement sombres qui portent à sa dernière demeure le chasseur, qui est l'ennemi. Janacek, naturellement, la petite reine rusée. Ravel, l'air des chats, on pourrait continuer, mais encore Prokofiev, Pierre et le loup, Bartók, ce que la mouche raconte, qui est ce petit morceau de microcosmos. Mais on est aussi Danse de la chèvre, Poulenc, il y a le bestiaire composé sur les poèmes de Guillaume Apollinaire, Stravinsky aussi, Messiaen naturellement, et Pierre-Henry pour ceux qui aiment plutôt la musique contemporaine, les insectes. Hier soir, j'étais à Dvorak, à l'Opéra Bastille, donc là aussi, c'est une sirène, Rusalka qui est une sirène. Donc, c'est la sensibilité et l'approche au son des animaux sont bien différents par rapport aux diverses époques et aux compositeurs. Et nous retrouvons des descriptions des événements de la nature comme des descriptions des personnalités des animaux, où les animaux deviennent le symbole d'une autre réalité, donc une réalité psychologique ou bien mythique. Et les bestiaires, donc même en musique, nous donnent des représentations allégoriques et morales, donc des vices et des vertus, alors que les paysages sonores offrent aussi des cadres même plus complexes et articulés. Et depuis qu'une flûte pentaphonique a été retrouvée dans une cave dans la Slovénie occidentale, donc c'était 1995, on estime que la musique était pratiquée pour simple plaisir. Vous connaissez peut-être ce haut de ours qui était, travaillé comme une flûte. Donc, la musique était utilisée comme pour simple plaisir, on dirait, déjà au temps de l'homme de Néandertal. Donc, ça veut dire il y a plus que 55 000 années. Mais après, il y a des histoires et des personnages spécialement liés à la musique. Naturellement, selon les mythes anciens, donc les plus connus sont Amphion, qui était un des Argonautes, le fils de Jupiter et d'Antiope, qui était un grand poète et musicien, qui arrivait à construire les remparts de Thèbes au son de sa lyre. Ça veut dire que les pierres, sensibles au charme de ces mélodies, venaient elles-mêmes se placer les unes au-dessus des autres. Après, il y a, selon Hérodote, mais aussi ensuite, c'était Lucien de Samosate qui en parle dans les dialogues marins, il y a Arion de Corinthe qui est jeté à l'eau à son retour à Corinthe après avoir remporté le Grand Prix de poésie à Syracuse. Il est sauvé par un dauphin qui a resté enchanté par sa voix. Et Lucrèce aussi, dans le 5e livre du Rerum Natura, retient que l'origine du langage est commune aux animaux et à l'homme parce que pour les deux, elle arrive de la nécessité d'exprimer des émotions et des sentiments. Donc, plusieurs hypothèses ont été avancées à propos des origines du chant. Parmi les positivistes, donc au 19e siècle, on pense que la musique naît comme imitation du chant des oiseaux, comme pour se délecter à imiter la nature. Cette thèse paraît plus convaincante qu'une autre qui pense au chant pour accompagner les fatigues organisées, parce que là, on supposerait plutôt un type de communauté et de société plus avancée par rapport aux origines de la musique, plutôt. Mais Darwin aussi en parle, mais avant Darwin, The Origin and Function of Music de Herbert Spencer
donc 1858. Donc Spencer pense à l'expression musicale des émotions. Mais là aussi, il paraît que la transposition des émotions dans une forme soit probablement successive à un moyen pour réaliser une nécessité pratique, non, de la musique. Et Darwin, dans L'origine de l'homme, mais aussi dans The Expression of Emotions in Man and Animals, parle de l'imitation des cris des oiseaux, et c'est surtout lié à la saison des amours. Et les recherches plus récentes mènent à considérer que pour les oiseaux, le chant est surtout, oui, c'est vrai que c'est un langage utilisé pour communiquer des nécessités, des informations, pour demander de l'aide pour la saison des amours, mais aussi pour le plaisir. Donc, l'origine de l'art de la musique comme plaisir pour l'esprit paraît inscrite dans les lois de la nature avant l'existence de l'homme. Alors, Schul, dans les premières étapes de la philosophie biologique, dit que la musique naît avec les origines mêmes de la communauté humaine dans une époque si ancienne qu'on ne peut pas encore distinguer la religion de la magie. Les origines indo-européennes en conservent une trace vivante, et on le voit si on pense à la étymologie commune de cantus et de incantus. Donc à la signification qui, encore dans le latin de 12 tables, a le mot carmen, d'où dérive même le mot charme. Donc si Orfeo est auteur de chants, c'est parce qu'il est un charmeur. Donc il chante et il enchante son mal. Donc il est magicien, il est purificateur, il est musicien et il est danseur au même moment. Donc Orfeo enchante pas seulement les animaux, mais, c'est une chose bien plus difficile, même les guerriers thraces. Donc l'imitation du cri de bête féroce fait partie aussi du rituel magique de la chasse, où les chasseurs se transforment dans l'animal qu'ils chassent pour pouvoir l'assujettir. C'est le cri qui devient chant magique de chasse. Ça, c'est Combarieux qui en parle dans La musique et la magie. Et la première musique créée par l'homme serait donc le personnage avec lequel le chasseur devient, donc avec son cri, une bête de proie. Donc la bête de proie est attirée et enchantée parce qu'elle est appelée dans sa langue. Là aussi, une référence est Schneider, donc les animali simbolici, les animaux symboliques et leur origine musicale dans la mythologie et la sculpture ancienne. Donc l'homme devient animal avec un rite sacré musical où la danse se déroule avec des masques qui représentent l'animal et où le rythme est marqué par un instrument musical comme par exemple le tambour. Et donc la musique, naturellement, est une composante fondamentale et même un outil de la religion, car la religion est aussi évocation mythique des origines. Et d'ailleurs, les civilisations les plus anciennes considèrent que l'univers jaillit d'une vibration originaire. Par exemple, les heures mystiques de la religion sont souvent liées aux animaux. Dans l'Inde ancienne, le monde védique prévoit, par exemple, que pour le matin, on parle du tigre, pour le midi et le soir de l'oie, pour la nuit du paon et du kokila, qui c'est le coucou de l'Inde. Donc, selon cet ordre à 3, on suit des indications qui sont très importantes pour la pratique musicale. Ça veut dire que le Rik Pratikakya, ça veut dire que c'est 13, 10 et 18, qui nomme 3 shanas différentes, ça veut dire Mandra, Mandhyama et Tara, sont liés à 3 timbres de la voix différentes. Et c'est une voix aux raisons basse et centrale et aiguë.
Et donc les chanteurs doivent observer dans le chant religieux ces horaires mystiques. Ça veut dire que le matin, il faut chanter avec une voix qui vient de la poitrine, un peu comme le tigre, à midi avec une voix qui vient de la gorge, comme l'oie, et la nuit, pendant la nuit, avec une voix qui vient de la tête, comme le paon. Donc, si l'imitation est exacte, si l'imitation de ces animaux est exacte, alors les sacrifices rituels sont efficaces. Sinon, ça ne marche pas. Donc, par exemple, il y a un hymne védique qui est destiné à produire la pluie. Si sa récitation n'est pas effectuée avec le bon timbre de voix, qui est comment les grenouilles coassent, alors ça ne marche pas. Je vous ai fait une liste assez longue au début, mais je voudrais voir quelques exemples plus spécifiquement. Par exemple, dans la musique instrumentale baroque, on aime les analogies avec le monde extérieur et la narration des événements de la nature. La musique peut représenter les sentiments de l'âme. C'est le genre de l'imitation animale qui naît dans le XVIIe siècle et continue après, dans le XVIIIe aussi. Pensons aux Quattro stagioni de Vivaldi. Donc, si le chant des oiseaux, du plus simple, du coucou, à ceux plus élaborés, de Pinson, de Chardonneret, il y a des compositeurs comme Farina, qui, par exemple, propose des spectres amples de possibilités de couleurs et des formes imitatives. Donc, le Capriccio stravagante de Farina explore aussi le son au-delà des limites des instruments, donc du violon, pour rendre seulement l'aboyer du chien, mais c'est pas seulement l'aboyer du chien, mais ici, il y a aussi le chat et la poule. Alors, il pense à des techniques expérimentales presque contemporaines, on le voit maintenant. Donc, sur la flûte, le tambour et la guitare. Par exemple, il utilise l'archet du côté du bois et pas du crâne pour faire vibrer ces cordes des instruments et produire ce son entre le bruit et les cris des animaux. Après, il y a Frescobaldi, Capriccio terzo sopra il cucco, c'est le coucou, et c'est l'intervalle de tierces descendantes, mais il y a aussi les variations rythmiques complexes, après dans le contrepoint. Il y a Pasquini, Bernardo Pasquini, Toccata con lo scherzo del cucco, qui est peut-être connu plus pour l'orchestration qu'on a fait au Torino Respighi, plus tard. Et Handel, le concerto pour orgue, il coucou et l'usignolo. Donc le coucou a cet intervalle de tierces mineures et le rossignol a une succession rapide de notes répétées. Et il y a le rossignol dans la cantata l'allegro, il penseroso et il moderato. Donc c'est 1740, c'est un texte de Charles Jennings qui est pris de poèmes de Milton, où les deux tempéraments fondamentaux, selon l'ancienne classification, sont représentés, avec un troisième qui trouve une sorte de proportion entre les deux. Et là, dans la première partie, donc celle du pensif, penseroso, il y a un récitatif, et c'est celui de la contemplation avec sa aile d'or. Donc il y a le silence de la nuit qui est interrompu par le chant mélancolique du rossignol. Et dans l'aria, le chant exprime ce sentiment. Alors peut-être qu'on peut l'entendre et c'est plus... D'abord, je vous dis encore une chose. Le début, les mots sont « Sweet bird that shuns the noise of folly, most musical, most melancholy, thee chantress of the woods among,
I woo to hear the even song. Alors, on peut l'entendre et après dire quelques mots. Je vais l'interrompre même si... mais c'était pour vous montrer comme... Alors, cette aria commence avec une cadence, avec la flûte traversière, qui synthétise un peu l'idée de l'imitation des oiseaux à l'époque baroque. Et donc, ces tierces qui descendent, et majeur et mineur, les deux. Et après, le soprano qui commence son texte, avec plutôt des quartes et certaines fois des quintes aussi, donc les intervalles qui sont des notes qui sont répétées, des trilles, des arpèges, il y a presque tout. Et dans la partie centrale, il n'y a pas le rossignol parce que
le personnage fait son chemin et il n'est pas vu pendant qu'il regarde la lune. Et donc le son change et il n'y a plus la flûte, il n'y a plus les figures liées à la flûte. Mais cette aria, c'est pas seulement une pièce de couleur et d'imitation, c'est plutôt quelque chose qui va considérer dans les affaires des caractères et du moralisme ancien peut-être aussi, donc d'après la Renaissance et le baroque. Donc il y a l'allegria et la mélancolie, et cette mélancolie nocturne liée à la nuit qui l'amène au-delà de la pure imitation. Et ça, c'était Gil Webster, la voix, et les directeurs étaient, le chef d'orchestre, c'était Paul McCrish. Et donc, les musiques autour des oiseaux écrites en France, surtout pour clavecin, Rameau, Couperin, etc., et les concerti de Vivaldi, se posent d'abord comme des descriptions des événements de la nature, mais seront ensuite transfigurées, si vous pensez à l'époque plutôt classique et même romantique. Alors, Rameau, la 5e pièce de la suite en mi mineur, c'est Le rappel des oiseaux, c'est le 2e livre des pièces de clavecin, donc 1724. C'est une onomatopée naturalistique basée sur la transcription des authentiques cris d'oiseaux. Et là aussi, il y a un intervalle de quartes ascendantes juste après un intervalle augmenté qui devient sixte et octave, donc ça augmente dans le temps. Mais il y a aussi la poule qui fait partie des nouvelles pièces qui étaient composées sur l'imitation du cachet de la poule, avec les 5 croches qui se répètent rapidement sur la même note et un rapide arpège ascendant. Les oiseaux des saisons de Vivaldi qui émettent des trilles et des cris, là c'est plutôt la seconde majeure et l'intervalle de quartes. Et il y a naturellement le cardellino. Alors peut-être qu'une minute de cardellino, c'est parce que pour voir même l'idée de la description, de l'imitation vraie par rapport aux caractères qui sont développés dans des autres compositeurs. Le cardellino de... etc. Mais c'est une transcription, parfaite du cardellino. Et Jedven, c'était la flûte. Et Couperin dépasse l'imitation de la nature. Il veut décrire des situations, il veut décrire des états d'esprit, des caractères généraux, mais aussi des caractères individuels. Ça veut dire qu'il a composé plus de 240 pièces pour clavecin. Ce sont 27 ordres, et dont chacun contient entre les 4 et les 24 miniatures. Ce sont 4 livres du 1713 à 1730.
Et les ordres sont pensés comme des suites, mais il quitte assez tôt la structure classique de allemande, courante, sarabande et gigue pour se dédier aux pièces de caractère. Donc souvent, il s'agit de rondeaux avec leurs couplets et leurs refrains, et les titres veulent décrire ou évoquer des états d'esprit, des sentiments, des sensations, des idées, des lieux, des personnages. Et donc c'est la troisième livre de pièces de clavecin qui contient le rossignol en amour, qui prend de la tradition baroque l'imitation des oiseaux et donc cet élément de la carte ascendante, de l'intervalle de cartes, qui devient de plus en plus intense jusqu'à la quinte. Mais tout cela est seulement une excuse pour décrire une âme tendre en suspens. Alors, je regarde toujours le temps, mais je crois que là aussi, c'est la peine d'entendre un petit peu le debout quand même. Denis Bonnefond, c'est le clavecin. Etc. Et dans la musique de Haydn, tout particulièrement dans les deux grands oratori sur la création et inspirés au paradis perdu de Milton et les saisons, on retrouve un esprit religieux, on dirait presque panthéiste. Donc il y a la création qui transpose en musique le chaos et la naissance de la lumière. Et c'est un hymne à la beauté des choses créées et à la nature, avec des citations d'animaux de tout genre. Dans l'art, il y a Aufstarken Fittige, les oiseaux ont une valence symbolique. Il y a le vol de l'aigle, qui est de plus en plus en haut avec les violons. Il y a le chant de l'alouette. Là, ce sont des tierces descendantes à la clarinette. Il y a l'amour d'un couple de pigeons. Il y a même la baleine, plutôt bibliquement le Léviathan, qui est symbolisé par un petit groupe de notes à l'extrême grave de violoncelle et de contrebasse qui décrivent le bond du mammifère. Il y a le trio In Older Anmutstein. Ensuite, il y a même le rugissement joyeux du lion au contrebasson avec un trill aux octaves qui tombe après sur un intervalle de quinte diminué. Les insectes qui sont représentés par des trémolos aux instruments à cordes. Il y a même le traîné chromatique en mouvement contraire
qui décrit le nœud des serpents. Ça aussi est repris après par Respighi. Après Haydn, c'est celui qui écrit la symphonie la 83 qui s'appelle La Poule. Donc là aussi, il y a toujours un intérêt pour la nature et la description des animaux. Beethoven, naturellement. Beethoven, c'est la fin du deuxième mouvement de la symphonie pastorale, qui est un peu dans ce même esprit de Haydn, parce que c'est la scène près du ruisseau, en 12 octaves. Donc, les octaves représentent l'élément liquide, le ruisseau, le glisser de l'eau. Il y a la flûte qui joue un fa, elle arrive après ensuite l'hautbois, un ré, et la clarinette, une tierce majeure descendante, ré si bémol. Et la partition indique précisément, respectivement, le chant du rossignol, de la caille et du coucou. Et la pastorale, le mot de l'œuvre, c'est expression du sentiment plus que peinture. Donc en allemand, c'était mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Donc l'imitation du chant des oiseaux est insérée dans la contemplation du repos près du ruisseau et qui fait partie du plus vaste cadre de la nature. C'est une cantique religieuse, là aussi, on dirait panthéiste. Et là, c'est vraiment, c'est la peine de l'écouter. C'est assez court, c'est ici, au bord du ruisseau. Encore deux œuvres qu'il faut citer. Donc Stravinsky. Stravinsky, il y a le Scherzo fantastique pour orchestre qui a été exécuté à Saint-Pétersbourg, je sais pas comment ça, en 1909 et ensuite repris à Paris en 1917 comme ballet avec le titre Les abeilles, mais la référence est à la vie des abeilles de Maeterlinck, mais l'adaptation n'avait pas été autorisée par le compositeur. Et parce que, donc, en effet, il n'y a aucun rapport entre les abeilles et le scherzo. Mais Stravinsky, au contraire, a écrit L'oiseau des feux, l'œuvre avec laquelle il conquiert le monde entier, dérivé par un mythe populaire russe qui raconte d'un prince qui, dans le jardin enchanté d'un demi-dieu, cherche l'oiseau des feux, il le capture. L'oiseau lui demande d'être libéré. Le prince lui demande de pouvoir garder une de ses plumes, grâce à laquelle il sera sauvé comme prisonnier.
Donc c'est l'homme qui a de la pitié pour l'animal, comme dans les fables les plus anciennes, et qui est récompensé après. Et là, on pense à la nature magique et divine des animaux qui a toujours été importante. Pensons par exemple aux divinités comme Ganesha pour les dieux hindus avec la tête d'éléphant, mais aussi Bastet, la divinité égyptienne, donc au 4e millénaire avant Jésus-Christ, le mythe des sirènes, les femmes poissons, etc. Donc la musique de l'oiseau des feux n'imite pas le cri de l'oiseau, même parce que l'oiseau parle normalement dans la fable, mais il décrit son vol. Donc on entend les glissandi, des échelles, des arpèges. On a vraiment l'impression qu'il prend le vol et on voit le tournoyer de ses ailes. Et après, Stravinsky a aussi écrit le Rossignol, et il a aussi de la fable de Andersen. Le rossignol qui enchante, là aussi l'empereur de la Chine, c'est un oiseau divin qui ne demande rien pour son chant, mais il arrive aussi à enchanter la mort. Stravinsky a aussi écrit Le Renard, et donc il s'intéressait beaucoup aux animaux. Mais il faut rappeler sans doute aussi le Carnaval des animaux, donc la grande fantaisie zoologique de Camille Saint-Saëns, son œuvre la plus connue, qui en réalité a été composé pour son plaisir privé, personnel, donc en 1886, et il n'avait pas permis sa publication, qui en fait est du 1922, donc il meurt dans le 1921. Donc c'est une suite pour 2 pianos et petit orchestre de 9 solistes, et les portraits zoologiques ont une ironie presque cruelle. Donc déjà le titre qui évoque les fantaisies d'opéra de Liszt et de Thalberg, c'est des choses un peu virtuosisme. Donc les symboles liés aux animaux sont valables pour les hommes aussi. Et il y a l'introduction, la marche réale du lion avec ses trilles aigus au premier piano qui sont peut-être la crinière du lion qui bouge sa crinière, les échelles chromatiques et où ils rugissent, etc. Et la suite de 14 mouvements, enfin 14 brefs mouvements de courte durée, chacun s'inspire un animal. Et il y a le poule, le coq, les tortues, l'éléphant, les kangourous. Les kangourous, ce sont les 2 pianos qui imitent les sautes des kangourous et même quand les arrêts pour se regarder autour de soi. Mais je voulais quand même entendre avec vous les personnages à longue oreille, qui est vraiment courte, mais c'est l'âne avec ses braiements, mais c'est l'âne ou le critique musical aussi. Et donc, c'est ça. Il y a même les fossiles. Les fossiles, on retrouve le motif de la danse macabre de Saint-Saëns et plein d'autres citations. Mais il y a surtout ce timbre sec, le xylophone qui reproduit les os qui craquent. Alors là aussi, c'est la peine peut-être de l'entendre, comme c'est très court.
Ravel, Miroir, donc un titre qui reflète sur l'impossibilité pour l'œil de se voir. Enfin, il se voit seulement réfléchi à travers les autres objets. Et les deux premières pièces de Miroir sont dédiées aux animaux et à leur tristesse. Noctuelle, c'est la phalène nocturne qui batte ses ailes précipitamment et montre sa profonde mélancolie. Il y a le deuxième, c'est Oiseau triste, qui sont perdus dans la forêt obscure pendant les heures les plus chaudes de l'été. Et donc là, on retrouve la huppe, la tourterelle, le merle, le coucou, c'est très précis. Ravel aussi, les chats, dans L'enfant et le sortilège, on retrouve plein d'animaux. Et après aussi, il y a Janáček et Bartók qui étaient aussi des ethnologues vraiment bien spécialisés, presque scientifiques, et avec la passion de la transcription de chants des oiseaux. Donc Janáček, donc la petite renard rusée, et ses aventures dans la forêt, et qui montre aussi son rapport avec l'homme. C'est une pensée philosophique sur la nature et sur le temps. Et Bartók, les 9 cerfs ensorcelés. Mais là aussi, je vous disais, Poulenc, le bestiaire d'Apollinaire, etc. Et sinon, il y a même tous les animaux imaginaires qui nous font penser à Borges, comme par exemple dans la musique de Charino ou d'autres auteurs plus récents. Je vais assez rapidement là parce que je voulais vous dire quelque chose en plus sur Messiaen et après, enfin, 2 cas un peu plus qu'on peut approfondir. Parce que Messiaen est probablement le compositeur qui le plus a basé son langage musical sur le chant des oiseaux. Il passait de longues journées et nuits aussi postées à écouter et sténographier les chants. Il a commencé probablement en 1923 pendant des vacances dans le Champagne. Et il aimait considérer le chant dans son contexte naturel, donc avec un rapport direct avec la nature, en vivant selon le rythme de la nature. Les premières mélodies dérivées par de chants d'oiseaux se retrouvent en L'Ascension, donc c'est une œuvre pour orchestre de 1932-33, transcrite ensuite pour orgue, 33 et 34. Et on y retrouve des éléments répétitifs, des trilles, des arabesques. Mais le chant d'oiseau a en Messiaen même un sens symbolique. Par exemple, dans le mouvement Alléluia serein d'une âme qui désire le ciel, le désir de monter au ciel propose même un parallélisme entre le style du chant des oiseaux et le chant grégorien. Donc on retrouve la similitude. Et Messiaen commence à utiliser en manière systématique les chants d'oiseaux dans le quatuor pour la fin du temps, en 1941. À l'époque, enregistrer les chants signifiait les transcrire comme une dictée mélodique sur une portée. Et la liturgie de cristal qui ouvre le quatuor invoque l'aube au réveil des oiseaux pour représenter le silence harmonieux du paradis. Le violon est le rossignol et la clarinette, c'est le merle.
etc. Le répertoire d'oiseaux s'étend beaucoup dans les années suivantes et enrichi avec tous les oiseaux de l'Europe et jusqu'aux oiseaux exotiques. C'est une œuvre pour orchestre avec un piano et c'est 1955 et 56. D'après les chants notés au jardin de plantes, mais aussi pendant des voyages à l'étranger. Et donc, il y a une vraie collection de chants qui proviennent de l'Amérique, du Japon, de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, il l'utilise après pour l'opéra Le Saint-François d'Assise, donc 1943. Messiaen est intéressé à tous les aspects du chant des oiseaux, donc les mélodies, mais aussi le rythme, les aspects formels et les timbres. Il portait toujours un petit cahier pour tout noter. Les manuscrits des cahiers de notation de chants d'oiseaux sont maintenant à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, au département de la musique. Il y a plus de 200 cahiers, c'est très intéressant à voir. C'est un recueil de petits cahiers, mais même de grandes feuilles de papier à musique, et aussi de microfilms, de notes de voyage, il y a tout. Surtout des années 52-59 qui nous intéressent surtout. Et après, Messiaen a écrit La technique de mon langage musical, où il expose les principaux aspects relatifs à ses compositions, donc les intervalles, les accords, les modes de transposition, et donc il explique de manière très précise ce qu'il pense. Le chant des oiseaux est lié au territoire. Donc l'oiseau chante pour protéger son nid dans un lieu où il doit se nourrir. Le chant est aussi une forme de communication donc, avec la société. Mais à propos d'un cri de chouette fauve perçant la nuit à péticher, Messiaen notait: l'effet global est étonnamment brillant et sauvage. Il suggère une voix de femme ou d'enfant appelant au secours, ou des harmoniques de double basse superamplifiées. Hurlements et glissando final, comme des ondes marteneaux, ou les sirènes d'un bateau s'éloignant au loin. Il faut parler de sons musicaux émis par les oiseaux que les ornithologues de métier ne rangent pas sous le titre de chant, mais d'appels. Ces appels constituent un véritable langage musical et nous rejoignons ici la touchante recherche de Wagner qui essayait d'exprimer vraiment des idées avec un code musical au moyen du leitmotiv. Le chant est lié aussi à la saison des amours, mais il y a une troisième catégorie de chants, ceux qui sont gratuits. Donc c'est toujours Messiaen qui écrit, mais il existe une troisième catégorie de chants qui sont absolument admirables et que je place au-dessus de tous les autres. Ce sont les chants gratuits, sans fonction sociale, généralement provoqués par les beautés de la lumière naissante et de la lumière mourante. Ainsi, j'ai remarqué dans le Jura une grive musicienne spécialement douée, dont le chant était absolument génial quand le coucher de soleil était très beau, avec des magnifiques éclairages rouges et violets. Lorsque la couleur était plus brève, cette grive ne chantait pas ou chantait des thèmes moins intéressants. Alors, pour comprendre Messiaen, je crois qu'il y a 3 œuvres qu'il faut connaître. Surtout pour voir l'évolution du chant d'oiseaux dans son œuvre. Le réveil des oiseaux, donc 1952 et 1953, c'est la première grande œuvre de Messiaen dédiée au chant des oiseaux. Les mélodies sont reprises des originales, mais avec des altérations minimes. Donc ce sont que des oiseaux français. À cette époque, il travaille sur des restitutions réalistiques. Et les mélodies sont plutôt colorées, enfin plus colorées que harmonisées. La deuxième, c'est Oiseaux exotiques, donc 55-56, c'est un peu plus libre. Ici, il travaille sur des enregistrements qui lui permettent de réécouter plusieurs fois le chant. Donc les mélodies sont encore plus colorées et il y a une attention spéciale pour les formules rythmiques. Après, naturellement, le catalogue d'oiseaux, 56 et 58, qui est fondé sur des recherches précédentes, mais rajoute un aspect très important, ça veut dire de décrire le contexte, donc l'habitat, qui est lié au chant,
des Alpes à la côte atlantique, où le courlis cendré est fait aussi, il y a aussi des effets sonores liés à la mer. Donc il évoque les montagnes, les fleuves, les lacs, et surtout le temps est marqué par les couleurs changeantes de l'aube et du coucher du soleil. Donc ce sont des incroyables zootopomorphismes, on dirait. Et il y a un texte introductif pour chaque oiseau qui décrit la situation, les lieux. Mais oui, ce sont des pages entières qui racontent pour chaque oiseau. Par exemple, le chocard des Alpes, c'est une description de... Il est tout seul, perdu, il lance des cris tragiques en solitude pendant que le loriot est à l'aube. Et à la fin du mois de juin, il évoque plutôt l'Afrique ou l'Asie ou une planète inconnue, pleine de lumière. Il y a même l'arc-en-ciel. Et il dit aussi comme un sourire de Leonardo da Vinci. Donc il y a plein d'indications de ce genre. Le merle bleu est dans un environnement marin où les ondes se rompent contre les rochers. Et après, il y a la rousserolle, les favrate, etc. Donc le catalogue est conçu comme une œuvre gigantesque, on dirait même une œuvre ouverte, parce qu'il y avait une liste de 14 pièces qui n'ont pas été composées. Donc il voulait peut-être, probablement composer un deuxième catalogue, mais il n'a pas eu le temps. Il n'a pas trouvé le temps. Alors, je voulais vous montrer 3 exemples de rossignol. Donc, un rossignol à l'époque de 52. Donc, c'est les premiers cahiers du 1952. Et c'est un tout petit peu plus raffiné du quatuor de la fin du temps qu'on a entendu. Mais 52-53, il y a un rossignol un peu plus riche dans des détails. Et c'est le commencement du réveil des oiseaux. Alors là, il faut dire qu'il avait découvert même des enregistrements American Bird Songs du laboratoire d'ornithologie de la Cornell University. Donc, il avait, et aussi les disques d'Angleterre. Donc, il avait commencé à entendre plusieurs enregistrements et confronter différents rossignols. Et là, il y a une version presque définitive du rossignol qui est du 54-55, comme il apparaît dans le catalogue d'oiseaux. Il faut dire qu'il y a une discipline qui s'appelle zoomusicologie, mais faut aller au 1830, autour de 1830, où il y a eu un pionnier de la zoomusicologie, c'est-à-dire Hercule Florence, qui était un jeune artiste français engagé par l'explorateur prussien Georg Heinrich von Langsdorff pour suivre l'expédition au Brésil comme peintre.
Donc, Florence développa pour la première fois dans l'histoire un système capable de décrire correctement les sons des oiseaux, un système simple, universel, pour mettre les vocalisations animales sur une portée de 5 lignes. Donc, il est appelé le père de la bioacoustique, donc une discipline qui étudie la communication acoustique sauvage. Il y a aussi des études sur les plantes et sur les vibrations. Et Hercule Florence l'appelait zoophonie. Mais c'est un élève de Messiaen, qui est François Bernard Mach, qui contribue fortement à la zoomusicologie, ça veut dire la discipline qui veut montrer l'existence de liens neurophysiologiques entre les rythmes humains et les rythmes musicaux, donc qui étudie les cris des insectes comme ceux de mammifères et des oiseaux. Et d'un côté, on considère la fonction esthétique des signaux, de l'autre, on étudie l'analogie entre les formes des compositions en musique inventées par l'homme et les archétypes qu'on peut trouver dans la nature. Par exemple, la répétition de motifs pour 2 fois, qui est typique dans certains oiseaux, qui est utilisé très souvent par Debussy, par exemple, où on retrouve facilement la répétition, la variation et la transposition dans les chants des oiseaux, qui sont des procédés utilisés couramment pour composer la musique. Et Mach dit, par exemple, il y a une sorte de convention internationale pour occuper l'espace sonore en manière efficace, en créant différentes polyrythmies. Les animaux ne cherchent pas à en chanter plus fort que les autres, ils n'interrompent pas les discours des autres pour un modus vivendi de partage de l'espace sonore. On a retrouvé par exemple le chant en chœur, pas seulement parmi les mâles de la même espèce animale, mais aussi parmi les mâles des différentes espèces. Alors, par exemple, il pense au loup, où il y a un loup qui chante, qui fait le chant, et le corps des autres loups qui lui répond, ou sinon les polyrythmies qu'on retrouve dans les grenouilles. Donc, il y a toutes des études sur ces archétypes musicaux qu'on retrouve dans la nature qui sont utilisés dans la composition. Et il faut penser aussi au chant terriblement suggestif des baleines. Vous savez peut-être que dans l'océan, comme la lumière est absorbée et donc la vision est difficile, la perception olfactive aussi est obstaculée par le mouvement long de l'eau. Donc les mâles des mégaptères chantent avec la larynx, même s'il n'y a pas de corde vocale, mais ils font des sons qui sont émis en groupe de 4 ou 5 notes qui forment des sémiphrases d'environ 10 secondes. Et après, ils constituent de phrases qui composent à leur fois des morceaux de plus ou moins 20 minutes. Et le chant est répété pendant plusieurs jours et évolue dans le temps. Par exemple, dans un mois, on retrouve de petites différences avec le chant original. J'ai là aussi, je ne sais pas si on a le temps d'entendre très rapidement le chant des mégaptères, mais pour avoir une idée de ce que c'est le son. Mais c'est intéressant de l'entendre dans les 20 minutes parce qu'on retrouve des répétitions de phrases. Donc il y a une structure formelle vraiment assez impressionnante. Et maintenant, on a des instruments, oui, on peut enregistrer très bien ce genre de cris d'animaux de tout genre. Et donc, il y a des musiques qui se développent sur ça. Donc, c'est entre
documentation, la création, d'après les études sur le paysage sonore des années 70, ça s'est développé vraiment des créations assez intéressantes. Alors, je voulais vous jouer quelque chose à la fin, mais avant, encore une chose, je crois qu'il faut considérer même les études dans la ethnomusicologie. Alors, je voulais citer un cas que c'est un cas lié aux études de Stephen Feld, qui a fait des études sur la forêt pluviale et la musicalité des Bozavi. Donc, ça veut dire que c'est Great Papuan Plateau, donc Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est le peuple de Kaluli. Et les Kaluli qui vivent dans la forêt pluviale et donc sont portés à développer l'ouïe peut-être plus que d'autres systèmes sensoriels, considèrent les oiseaux pas seulement des animaux qui chantent, mais aussi des esprits de mort. Et donc pour le vivant, leur présence est un souvenir constant d'histoire de perte de personnes, une absence qui est rendue présente par le son et le mouvement des oiseaux. Et il y a un mythe qui est celui de l'enfant qui est devenu un oiseau Mouni. Donc il y avait une fois un enfant et sa sœur aînée près d'un ruisseau pour pêcher des crevettes, et ils s'appelaient réciproquement Adé, Adé, comme ça. Elle a pris une crevette et son petit frère lui demande de lui donner, et elle dit que non, c'est pour maman. Alors même chose avec une autre crevette qui non est pour papa, et une troisième qui est pour le frère aîné. Alors finalement, le petit pêche une crevette et la serre dans sa main, qui devient toute rouge. Et donc il sépare la chair du coq et se met le coq sur le nez, qui devient rouge-violet. Et donc les mains sont devenues des ailes. Sa sœur le prie de ne pas prendre le vol, mais ils sortent plus de paroles, mais seulement des cris de lamentation, que c'est le cri de l'oiseau Mouni. C'est une espèce de colombe. Donc le petit prend le vol pendant qu'elle pleure en disant qu'elle va lui donner toutes ses crevettes, mais les paroles sont vaines. Alors cette histoire, c'est une de 12 mythes Kaluli sur les oiseaux. Ce sont des mythes qui peuvent être racontés par tout le monde dans la communauté, donc il n'y a pas besoin d'une personne spécialement. Et c'est une histoire qui représente la tristesse, parce qu'il ne faut pas refuser la nourriture à son proche, il ne faut pas préférer ses besoins à ceux d'un enfant ou du frère plus petit. Et donc la fin représente la solitude et l'abandon. Et donc il y a cette mélodie Mouni qui est composée par 3 ou 4 notes descendantes qui peuvent être chantées par tout le monde quand il y a une situation de tristesse, le funérail, mais même quand une famille, par exemple, quitte la communauté, ou même quand, par exemple, il y avait eu un cas où il y avait un incendie qui avait brûlé toute une maison. Et alors, les Kaluli ils le chantent, mais c'est toujours une improvisation originale, différente sur ces 4 notes descendantes, parce qu'il y a le texte et le chant qui signifie même, c'est même un souvenir des histoires qu'on avait en commun avec la personne perdue. Et donc c'est très intéressant. Là, je vous conseille, il y a un disque de Bozavi sur ces recherches qu'on ne va pas écouter aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Et après, pour conclure, je voulais vous proposer un bestiaire céleste. Donc c'est Stockhausen, Tierkreis, c'est le zodiaque. Ça consiste en 12 mélodies où chacune représente un signe, donc décrivent le caractère typique de ce signe. Donc la balance qui est équilibrée ou déséquilibrée, le Sagittaire qui est un homme un peu volage, le Cancer qui devient un canon à l'envers,
Et c'est parmi les œuvres les plus connues de Stockhausen qui peuvent être exécutées par n'importe quel instrument ou composition d'instruments. Chaque signe est basé sur une note. Donc il y a l'ensemble de 12 notes, donc il y a cet aspect des séries qui est repris même dans le rythme. Et donc la performance complète commence avec la mélodie qui correspond au zodiaque du jour et continue toute la série, et après on reprend la première. Donc je commence avec donc c'est Aquarius. Alors les nuits, les 3 ou 4 notes descendantes, ce sont celles-là. Et tous les chants d'oiseaux calendriers sont basés sur cette phrase. Donc c'est Stockhausen, Tierkreis. Et chaque mélodie a répété plusieurs fois, au moins 3.
Je remercie très vivement Ricciarda Belgioioso pour cette méditation qui a été non seulement nourrie au point de vue historique sur le développement de l'imitation des oiseaux, mais également, et je dirais à un niveau encore plus approfondi, dans cette interprétation de texte fondamental de Stockhausen, qui nous a enrichi d'un élément qui n'était pas présent dans le cours, c'est-à-dire le grand zoomorphisme de la voûte céleste dans les représentations cartographiques de siècles et siècles de civilisation et qui nourrissent encore notre imaginaire quand on pense précisément aux constellations. Alors, il y a comme ça toute une présence zoomorphique qui n'est pas seulement celle des symbolismes du Moyen-Âge que Francesco Zambon nous a illustré, mais je dirais il y a ce zoomorphisme qui est au-dessus de nous, pour ainsi dire, qui détermine le rythme de notre vie quotidienne. Vous avez commencé en effet du mois exact dans lequel nous sommes, et quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez encore réouvert parce qu'il fallait mettre le mois de janvier, n'est-ce pas? Donc, ça montre bien la complexité de la pensée de Stockhausen. J'avais cité l'année dernière un passage magnifique d'une lettre d'Yves Bonnefoy qui avait assisté à la Fondation MAG à un concert, je crois, Spirale de Stockhausen, qui était joué comme ça dans la nature, au milieu des arbres, avec les chants des oiseaux, le bruissement des branches, et il remarquait que c'était un type de musique qu'on ne peut pas faire dans un lieu clos, on ne peut pas faire à l'opéra, on ne peut pas faire dans une salle de concert. Vous avez un peu donné cette idée de l'ouverture dans l'espace de la musique de Stockhausen, qui est absolument fondamentale. Là, le clavier, à mon sens, multiplié dans une espèce de prolongation à l'infini qui pouvait rejoindre ces zoomorphismes célestes. Mais il y a encore un autre élément que je voudrais ajouter au bénéfice de ce séminaire et de ce cours. Cette séance est la séance qui termine la partie des descriptions liées au cours. La semaine prochaine, nous aurons le commencement de 5 conférences, cette séance consacrée à Giuseppe Ungaretti dans le centenaire de la parution de son premier grand ouvrage, Allegria di naufragi. Donc, c'est une vraie conclusion, celle que Ricciarda Belgioioso nous a donnée, en ajoutant un élément qu'on ne peut pas mettre en valeur quand on parle d'écriture, à savoir le rapport difficile entre description, imitation et d'une certaine manière aussi éloge. Dans les textes enregistrés que vous nous avez fait entendre, on n'arrive pas vraiment à distinguer complètement l'instant, le moment description, c'est-à-dire faire de sorte que l'objet décrit, dans ce cas l'animal décrit, soit présent d'une manière entre guillemets authentique, et le fait suivant, ou intime à ce besoin de description, qui est l'imitation. Et je n'ai pas abordé ce sujet au cours parce que je savais déjà que cela aurait été décevant. Il faut voir la musique pour voir ce rapport et quelquefois ce hiatus entre description, imitation et je dirais aussi entre les deux cette espèce d'éloge réciproque. Là, il y a quelquefois vraiment des éloges d'animaux dans la série que vous avez présentée, qui commence bien sûr à l'âge baroque, mais avec une présence importante entre la fin du 19e et le début du 20e.
Ce qui fait qu'on a besoin de tous les arts pour arriver à bien saisir le problème de la description, imitation. On l'a vu hier, sans dessin, on ne peut rien avoir. Mais en même temps, sans musique, on ne peut rien distinguer. Me semble-t-il que ce que vous avez montré nous permet de faire une distinction fondamentale entre la description en tant que fidélité et l'imitation en tant que création à un nouveau degré. Et là, les textes que vous avez présentés, même je dirais avec ces traits d'abstraction finale qui nous sont proposés par Stockhausen, nous fournissent, je dirais, l'élément fondamental pour continuer dans ce cours qui va maintenant approcher le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire que la description n'est pas du tout une espèce de degré zéro de l'adhésion à l'objet, mais au contraire, c'est un élément de catalysation de toutes les ressources que nous avons pour nous mettre en contact avec ce qui est autour et essayer par la parole, par le dessin et surtout par la musique de créer une ambiance, un espace sonore. Nous l'avons dit hier également dans le texte de Faucillon, le geste devient un moment dans la rhétorique classique avec l'action, un espace sonore. Et c'est ce qui m'intéressait profondément. Je suis content du reste que votre conférence soit le jour d'après, parce que nous avons un peu perdu l'écriture. Notre écriture est devenue, je dirais, en même temps muette et aveugle. Elle est déposée sur une page qui ne parle plus. C'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui de l'enseignement, par exemple. Alors que quand on entre dans cet univers que vous avez présenté, la description devient fondamentalement un espace sonore. Parce que la voix même est obligée de suivre le geste et, comment dirais-je, la page, la ligne devient tridimensionnelle, comme on l'a vu ce matin. Donc vraiment, je vous remercie une nouvelle fois pour cette double interprétation de l'histoire et de la présence du zoomorphisme. Je vous remercie à un double titre parce que votre formation est telle que vous pouvez maîtriser avec beaucoup de fidélité les textes classiques, mais aussi donner la voix à une époque contemporaine qui est un peu sacrifiée du fait que l'aspect harmonique est quelquefois moins important que dans les époques précédentes, mais la musique n'est pas seulement l'aspect harmonique, etc. Donc, encore une fois, un grand éloge de votre générosité et une invitation à tous les présents à vous rendre à Milan. Il faut répéter les dates, c'est 17-19 mai. Voilà, 17-19 mai pour Piano City. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Un bon salon, le conservatoire. Je ne sais pas si à Milan vous avez droit au tramway, je ne pense pas. Oui. Oui, ah, Milan c'est également. nous qu'on a inventé le piano sur le tram. Voilà, il y a pas la bord de la mer, mais enfin, bon, il y a plusieurs d'autres. Et moi, je suis très reconnaissant, et là, je termine, pour montrer qu'il faut avoir le courage d'occuper l'espace public par je dirais, la force des arts. L'espace public n'est pas seulement fait pour les protestations et pour je dirais, le chaos du bruit. On peut avoir le droit de l'occuper par la création, par la musique, par ce que l'humanité a produit de meilleur. Qu'une fois par an il y ait ça, ça console aussi. Voilà. Donc je remercie 1000 fois et donc la semaine prochaine on va se retrouver ici mais à 10 heures
avec Ungaretti, et le cours continue avec des descriptions qui ne seront pas si belles, mais enfin on essaye de vous suivre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Grazie.